Alors bonjour Émilie, merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Je suis Émilie, j'ai 28 ans. Comment me présenter? Je suis en fait investisseuse, entrepreneuse. Donc j'ai investi avec mon mari Guillaume euh, dans des immeubles de rapport. Ça représente aujourd'hui à peu près 90 appartements. Et on a créé une société ensemble qui s'appelle Club Immobilier depuis 5 ans. Euh, voilà, et puis on développe tout ça depuis ce temps-là avec des salariés, avec d'autres entreprises actuellement qui sont en train de voir le jour. D'accord. Donc tu as plusieurs casquettes. Tu es à la fois investisseuse en immobilier, entrepreneuse, chef d'entreprise. Et par ailleurs, enfin, il y a quelque temps, moi j'avais lu le livre de Émilie, dont tu es également autrice. Donc mon plongeon dans l'entrepreneuriat que vous pouvez vous le procurer sur Amazon.fr. C'est un livre assez simple, assez facile à lire, donc c'est très intéressant. J'étais très inspirée par ce livre. Ok. Ah, c'est Donc, gentil. tu as 28 ans, tu as déjà 90 lots achetés avec ton mari. Est-ce que tu as démarré à quel âge? Alors l'investissement en gros il a démarré en 2013, Mhm. donc moi j'avais 21 ans, et l'entrepreneuriat 2 ans plus tard à 23 ans. D'accord. À 21 ans, tu as commencé à acheter ton premier appartement? Alors oui et non. À 21 ans, donc moi j'étais en train de faire mes études, j'étais en troisième année d'école d'ingénieur. Et c'est à ce moment-là où j'ai rencontré du coup Guillaume qui est devenu mon mari. Et lui, pour le coup, c'est lui qui a investi dans le premier immeuble, dans son premier immeuble. Donc j'étais pas impliquée financièrement, puisque concrètement je pouvais pas franchement faire de crédit à ce moment-là. Mais par contre, je l'aidais pour tous les à côté, donc que ce soit gestion des locataires, euh, petits travaux, choses comme ça. Je l'ai aidé dès le début. Et puis du coup, moi pour le coup, je suis réellement devenue propriétaire en 2000, en 2015. Ouais, en D'accord. 2015, l'année en fait de mon diplôme. Donc un peu avant d'avoir mon diplôme, j'ai acheté mon premier immeuble et un deuxième du coup en fin d'année 2015. Donc en fait, j'ai enchaîné deux d'un coup dès que j'ai pu en fait faire un crédit, donc à la fin de mes études. D'accord. Donc en 2015, tu avais 23 ans, tu avais acheté deux immeubles à l'âge de 23 ans. Ouais, c'est ça. Super. Aujourd'hui, du haut de tes 28 ans, tu nous as dit tout à l'heure 90 lots avec ton mari. Ouais, Est-ce que c'est c'est ça. des immeubles de rapport, c'est des appartements? À quel patrimoine, à combien de patrimoine s'élèvent tes biens? Euh, Alors, c'est de l'immeuble de rapport. On a choisi cette stratégie dès le début et on l'a tenue jusqu'à maintenant. D'accord. Donc voilà, ça a été que ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, la copro, c'est pas trop notre truc. Donc c'est vrai que les immeubles en copro, ça nous attirait pas plus que ça. Et ça permet aussi d'aller un peu plus vite. C'est-à-dire que on peut faire finalement le même nombre de, enfin, le même, en une seule opération, en tout cas, on peut avoir plusieurs lots, plusieurs appartements d'un coup. Et c'est aussi cette chose-là qui nous D'accord. intéressait. Et dans le fait que ça simplifie un petit peu la gestion, puisque tout est regroupé au même endroit. Donc que des immeubles de rapport. Et aujourd'hui, on est sur un patrimoine. Alors, c'est des immeubles de rapport, mais quand on dit immeuble, hein, ça peut être. Des fois, il y a 3 appartements, des fois, il y en a Bien 8. sûr. Euh, et c'est surtout dans des milieux dans des petites villes, en fait, tout simplement pour avoir la possibilité de les acheter, parce que forcément, acheter un appartement, ou acheter un immeuble en tout cas dans une petite ville ou à Paris, c'est pas le même coût. Donc concrètement, on pouvait pas se le permettre à Paris, donc on s'est délocalisé dans les plus petites villes. Et donc du coup, en gros, ça fait un patrimoine qui est aujourd'hui autour de 3,5 millions d'euros, je dirais. D'accord. À deux, ok, vous avez un patrimoine Ouais, de 3 millions, 3,5 millions d'euros.
Ok, quand tu dis que, parce qu'aujourd'hui les gens s'imaginent que c'est compliqué d'acheter un immeuble de rapport, comme tu dis, dans les zones tendues, bah c'est pas abordable. En revanche, dans les petites villes, dans les petits villages, on a peur qu'il n'y a pas de locataires. Toi, tu recommandes des villages ou des villes à partir de combien d'habitants? Je pense qu'à partir de 1500, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque de ne pas avoir de locataire. Voilà, nous on a fait pire, on a fait plus petit que 1500. Je ne sais pas si on le referait aujourd'hui, même si aujourd'hui on est content des investissements et ça se loue, etc. Mais je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui on referait la même chose. Mais maintenant, voilà, je pense qu'à partir de 1500 habitants, à partir du moment où on fait quelque chose de plutôt sympa de qualitatif, sans faire des trucs incroyables, mais si déjà on fait des choses propres dans les appartements, il n'y a absolument pas de raison que ça ne se loue pas. Et, euh, et on arrive en fait sur un marché où concrètement beaucoup de propriétaires, en fait dans les petites villes c'est aussi beaucoup d'anciens propriétaires, ça fait des années et des années qu'ils sont propriétaires des immeubles et ça s'est toujours loué, plus D'accord. ou moins, mais ça s'est toujours à peu près loué et donc ils se disent qu'ils n'ont pas besoin de faire d'efforts parce que bah voilà, c'est une petite ville et que ça se loue comme ça. Sauf que quand tu arrives et que du coup ben, tu acceptes de mettre une cuisine équipée, de faire une salle de bain un petit peu plus sympa et des finitions un petit peu plus sympas, et ben forcément tu trouves des locataires. D'accord. Tes immeubles de rapport, ça a une rentabilité qui s'élève à combien à peu près? Euh, on est entre, je dirais, entre 10 et 15% net. D'accord. Entre 10 et 15% net. Ouais. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, c'est des belles rentas. C'est des belles rentas et aujourd'hui on accepte d'aller sur des rentas qui sont un peu moins élevés parce que avant ça avait c'était très important pour nous que ça dégage un peu d'argent. Mhm. Mais maintenant, aujourd'hui, on a aussi des entreprises à côté qui travaillent pour nous, etc. Donc, enfin, des entreprises. On a créé des entreprises qui permettent de générer de l'argent aussi. Et donc, c'est vrai qu'on maintenant, ça nous dérange moins d'avoir une renta qui est un petit peu plus faible, euh, avec un cash flow qui est un petit peu plus faible, tant que ça fait grossir notre patrimoine, ça nous va aussi. Donc c'est vrai que maintenant on se dirige plus et de plus en plus vers des immeubles qui sont un peu plus à but patrimonial, même si on garde une grosse renta malgré tout. Mais voilà, dans l'idée, je pense que au fur et à mesure des années, on va se diriger vers quelque chose qui sera de plus en plus patrimonial qui permettra voilà, de faire grossir notre patrimoine de manière un peu plus conséquente. Très bien. Alors pour les gens comme moi qui vous se lancer dans un immeuble de rapport, est-ce que tu as quelques conseils, quelques astuces à nous donner pour se lancer? Euh, Bah déjà, je vais reprendre un peu ce que j'ai dit, mais éviter les grandes villes. Forcément, ça va forcément être des montants qui seront trop importants, ou en tout cas le prix au mètre carré qui sera trop élevé. Et donc, forcément, une rentabilité qui va être un peu moindre. Ensuite, faire attention aux locaux commerciaux. Ah, Euh, concrètement, alors attends, je sais pas si tu entends le ouais, bruit derrière j'entends bien. moi. Oui, oui, Océane, attends, ça devrait passer. ça marche. C'est bon. Euh, du coup, ouais, attention un peu aux locaux commerciaux, c'est-à-dire que si on choisit les immeubles de rapport, on va se rendre compte rapidement en faisant des recherches qu'il y a souvent des locaux commerciaux au rez-de-chaussée et des appartements au-dessus. Euh, alors les locaux commerciaux, on en a quelques-uns, très peu, mais on en a quelques-uns. Ça marche très bien si c'est bien placé dans la ville, mais malheureusement, on fait face aussi même pas que dans les petites villes, mais dans les villes qui sont même moyennes, avec peut-être 30 000 habitants, on se rend Mhm. compte que le centre-ville, il est de plus en plus désert. C'est comme ça, malheureusement. Et donc, c'est vrai que investir avec un local commercial au rez-de-chaussée,
Concrètement, ça peut aussi poser problème. Soit il est vide et et ça va être compliqué en fait de le louer, soit il est occupé et si jamais le locataire s'en va à un moment donné, ça peut être compliqué de le relouer. Donc ça, il faut faire attention. Il faut que ce soit vraiment bien placé dans la ville pour je pense, se lancer là-dedans ou en tout cas, sinon ne pas le compter dans la renta, c'est-à-dire faire comme s'il n'existait pas. Et éventuellement négocier aussi par rapport à ça. Voilà, et faire attention à la qualité des travaux qu'on fait. Voilà, c'est-à-dire ne pas prendre les gens qui habitent dans des plus petites villes pour des gens qui n'ont pas le droit d'avoir une cuisine équipée ou un lino qui soit un peu sympa, quoi. Parce que ça, c'est vraiment le problème. Je pense que de moins en moins, on rencontre ce problème, mais je pense qu'avant, il y avait énormément ce problème-là. Et on se retrouve avec des biens qui sont dans des états, parfois loués, hein, mais qui sont dans des états... voilà, donc je pense que si on met quelque chose en location, c'est aussi que nous, on se voit et on s'imagine vivre dedans. Sinon c'est qu'il y a quelques petits trucs à faire, quoi. D'accord. Bah, merci pour ces conseils. Si je retrace un petit peu ton parcours, en fait, tu avais fait des études d'ingénieur et tu as investi avec ton mari. Et au début, ton mari il est en CDI, il a démissionné pour se consacrer dans votre entreprise. Et ensuite, enfin, tu avais pensé de garder ton CDI en tant qu'ingénieur en biologie industrielle et finalement, tu t'es démissionné pour te consacrer à ton entreprise. Vous avez mis en arrêt l'investissement immobilier pendant 2 ans, c'est bien ça? Une fois Ouais, la société est bien lancée, vous avez commencé, comment dire, à nouveau investir en 2018. ouais, ouais, c'est ça, dans les dates, ouais. Effectivement, t'as tout résumé. On s'est lancé dans l'entrepreneuriat, donc on a quitté effectivement nos boulots en mi-2016 en gros. Et, euh, et donc on est du coup s'est lancé on a lancé notre société. Ça n'a pas marché tout de suite Ouais, concrètement. Et donc on se voyait mal en fait. On s'imaginait mal aller voir le banquier en lui disant Hello, bien sûr. on a un bilan qui est mauvais, on gagne pas d'argent, mais est-ce que tu peux nous prêter? Du coup, en fait, on s'est dit, bon, on va se consacrer au boulot. Et puis, euh, et puis finalement, un jour, on s'est dit, bon, faudrait quand même qu'on aille voir le banquier, ça coûte rien. Et puis on conseille aux gens de le faire, donc on peut pas, tu vois, avoir cette hypocrisie de dire, bah, si tu sais pas si tu peux si tu peux emprunter, va voir le banquier. Sauf qu'on le disait, mais on le faisait pas nous-mêmes. Donc on s'est dit, bon, on va aller voir un banquier et on va bien voir. Et finalement, on a été bien accueillis. Parce que bah voilà, il nous disait déjà mais votre premier bilan il n'est pas négatif, c'est déjà bien et tout. On disait ah bah ok. Euh, on avait déjà un petit patrimoine aussi. D'accord. On avait 35 apparts, je crois. Ouais, Qu'en fait, on pensait même pas que ça jouait en notre faveur, et pourtant c'était déjà un patrimoine bien assez sûr. conséquent. Et du coup, en fait, et ben, on a trouvé des banquiers qui étaient prêts à nous financer. Donc voilà, on a repris l'investissement en 2018. D'accord. Quand la société commence à bien marcher, vous avez réussi à vous verser des salaires, vous avez commencé à nouveau l'investissement immobilier? Euh, la société était en croissance. C'était pas encore incroyable, mais elle était en croissance. On se versait pas de salaire. On se versait pas de salaire à l'époque, mais voilà, ça plus les investissements, ça nous permettait d'avoir malgré tout une source de revenus, ou en tout cas les revenus de la société, même si on ne se le versait pas, c'était une source de revenus potentielle qui a joué en notre faveur auprès des banques. Hmm. Alors aujourd'hui, on est en plein Covid. Est-ce que tu conseilles les gens d'investir dans les immeubles de rapport en zone rurale? Est-ce que les locataires ils sont toujours là pour payer leur loyer? Alors, tout te dire, on n'a vu aucune différence D'accord. euh, entre avant pendant confinement, après confinement. Donc en fait, les locataires avec qui on avait quelques problèmes d'impayés, en tout cas de retard, souvent c'est des retards,
des retards de paiement, bah, ils les ont toujours. Et ceux qui payaient en temps et en heure, bah, ils payent en temps et en heure. Donc on n'a pas vu tellement de problèmes d'impayés par rapport à cette crise, sanitaire. Donc voilà, et moi je peux que conseiller aux gens d'investir parce que je pense que la pierre reste quand même un investissement qui est sûr. Voilà, et je pense que justement on va avoir pas mal de nouvelles opportunités qui vont sortir, je pense, début de l'année prochaine, et qui va faire que voilà, l'investissement va être intéressant, les prix vont pouvoir être un petit peu négociés aussi. Donc ouais, je pense que l'immobilier reste une valeur sûre dans tous les cas, en tout cas aujourd'hui, à l'heure actuelle. D'accord. Alors, en zone tendue, un des soucis pour investir dans l'immobilier, c'est un peu les squatteurs. Est-ce que vous avez le même problème en zone rurale? Les squatteurs, Les squatteurs. ouais, pas du tout. Pas du tout. On n'a jamais eu de problème de ce type-là dans aucun de nos biens et on n'a jamais rencontré, ou alors mais très 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 rarement, mais non, c'est pas un réel problème pour le coup pour les immeubles dans les zones rurales. Ouais. D'accord. Ok. Alors, Jack Ma a dit, enfin Jack Ma c'est l'homme, c'est le ex-patron de Alibaba, donc c'est un des hommes les plus riches de Chine qui a dit que aujourd'hui c'est difficile, demain ce sera encore plus difficile, après-demain ce sera la victoire. Sauf la plupart des gens, ils craquent, ils abandonnent avant demain soir. Donc toi, je sais, après avoir relu ton livre hier rapidement, je sais que pendant 2 ans, tu as mis dans ton livre, tu avais travaillé tous les jours, 7 jours sur 7, et la société ne marchait pas, tu ne te versais pas de salaire. Comment tu as pu survécu ces moments difficiles? Alors, pendant la réunion de famille, je sais que ton papa, il est ingénieur, tu as 2 frères ingénieurs, ta sœur, elle est directrice d'école. Est-ce que ça s'est bien passé, les réunions de famille? Est-ce que c'était compliqué? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours? Euh, alors, avec la famille, ça s'est toujours bien passé. Même si je pense que mes parents ont eu un peu peur à un moment, parce qu'effectivement, ils nous voyaient travailler énormément. Ouais. Et voilà, c'était pas la réussite comme on aurait souhaité. Donc je pense qu'à un moment, même s'ils ne me l'ont pas forcément dit, et maintenant on en parle, maintenant que la société fonctionne, etc., on en parle plus facilement, mais c'est vrai qu'à un moment, je pense qu'ils se sont un peu inquiétés en se disant, bon, déjà, elle s'est lancée dans une boîte qui n'a rien à voir avec ses études, bon, déjà, et tout ça pour éventuellement se lancer dans un truc qui ne pas qui ne fonctionne pas, mais qui est très chronophage, donc 7 jours sur 7, ça demande des sacrifices. Bien sûr. Et qui ne marche pas aussi bien que ça aurait pensé, même si moi je leur racontais que ça allait, parce que voilà. Donc finalement, avec la famille, ça s'est toujours plutôt bien passé. Et maintenant, bon comment... Alors déjà j'ai tenu aussi parce qu'on est deux dedans. Il y a mon mari qui est impliqué aussi et ça aide beaucoup. C'est-à-dire que quand il y en a un qui est un petit peu en un coup de mou, il y a aussi l'autre qui est là pour le relever. Et ça c'est très important. Et en fait on aimait tellement ce qu'on faisait. Je pense que ce qui est marrant, c'est que le livre, je l'ai écrit avec un peu de recul. Alors, pas des années et des années de recul, mais malgré tout, je l'ai écrit avec 2 ans de recul. Et du coup, je me rendais compte de certaines choses. Mais je pense qu'au moment où, pendant les 2 ans où ça a été vraiment un peu la galère, on se rendait pas compte que ça marchait pas. Et c'est ça qui était assez magique, c'est qu'en fait, on bossait énormément. Et en fait, donc la première année, pas terrible, on s'est dit, bon, en même temps, c'est la première année, c'est normal. La deuxième année, c'était pas incroyable non plus, on s'est dit, bon, c'est à ce moment-là, je pense qu'on s'est dit, bon, soit on fait quelque chose, soit on arrête, mais on peut pas juste faire tout ça pour gagner moins que le SMIC, parce que ça n'a pas de sens et c'est pas le but non plus. Et puis c'est à partir de là qu'en fait, on a changé un peu nos
nos méthodes, on a changé un peu les produits aussi qu'on faisait, on a augmenté un petit peu en notoriété, ce qui fait qu'en fait, ça, à partir de là, ça a un peu décollé. Et, donc, ouais, mais j'avoue qu'au bout de 2 ans, on s'est dit, bon, voilà, si on refait une année comme ça, on arrête tout, quoi. Donc voilà, ça nous a boosté, et je pense que le fait que, ouais, on aimait vraiment ce qu'on faisait, et du coup, en fait, on se levait le matin et on le faisait, et on se posait pas la question de est-ce que c'est nul, est-ce que c'est un sacrifice, est-ce que machin, est-ce que je perds mon temps. Non, on se le disait pas, et juste on faisait les choses, et finalement, voilà, ça a fini par décoller. Mais ça n'a pas toujours été facile, mais malgré tout, voilà, on a toujours aimé ce qu'on faisait et eu foi en nous. En gros, on s'est dit, bon, bah, voilà, et au pire, si ça marche pas, c'est pas grave. C'est aussi ce qu'on se répétait pour se rassurer, je pense, mais on se disait, voilà, si ça marche pas, bon, bah, on trouvera un job. Enfin, voilà, on a des diplômes, voilà, on retournera dans une vie de salarié. C'était pas forcément ce qu'on voulait, mais voilà, s'il faut, on fera ce qu'il faut, c'est pas grave. D'accord. Que ce soit dans le monde de l'entrepreneuriat ou dans le monde d'investissement immobilier, c'est un monde assez masculin. Dans une de tes interviews ou de ta vidéo, j'ai vu que tu as dit que quand tu contactais les gens de chantier et tu signes Émilie, ils ne te répondaient pas. En revanche, quand tu signes Guillaume, ils te répondaient. Alors, je t'ai suivi un petit peu de loin les premières années. Tu étais un petit peu en retrait par rapport à ton mari. Et petit à petit, tu t'es mis au devant de la scène. Et je cite dans une de tes vidéos, tu as dit, je ne suis pas quelqu'un qui a confiance en moi à la base. C'était quoi l'élément déclencheur? Comment ça se fait que petit à petit, tu t'es mis au devant de la scène? Effectivement, tu as totalement raison. Au début, j'étais très en retrait parce que, bah, comme je l'ai expliqué un petit peu, au début, c'est pas moi qui investissais, ou en tout cas, j'étais pas, c'est pas mon argent que j'investissais puisque je pouvais pas emprunter. Et donc, de par ça, en fait, je me suis mise, je pense, bien en retrait. Et puis, du coup, Guillaume, du coup, mon mari, pour le coup, était beaucoup plus formé à l'IMO. Et du coup, c'est vrai que c'est lui qui représentait la société, et moi, j'étais un peu plus dans l'ombre à faire fonctionner la société. Je ne sais pas s'il y a eu un déclic et un instant qui a fait qu'on s'est dit, bon, ben, non, maintenant, on est deux et on s'affiche comme étant deux. Mais je pense que c'est aussi le fait que, ben, moi, j'ai commencé à me former aussi, à un peu me renseigner sur tous les aspects de l'IMO. Et ouais, et je sais pas, et petit à petit, en fait, j'ai commencé à reprendre certains programmes et à les faire moi, à gérer les chantiers. Et voilà, et petit à petit, en fait, on s'est affirmé vraiment en tant que couple dans l'entrepreneuriat, ce qui était un peu moins le cas avant. Et on a, en fait, je pense, beaucoup mieux trouvé notre place aujourd'hui. Tu vois, on se marche pas du tout sur les pieds, c'est-à-dire qu'on travaille dans la même société, on gère la même société, mais on fait des choses totalement différentes. Et donc, lui va faire ces tâches-là, moi je vais faire ces tâches-là, et en fait, je me suis aussi pas mal épanouie là-dedans, parce que maintenant, je sais exactement où est ma place, je sais pourquoi je suis là, et effectivement, j'ai pris confiance en moi sur certains points, sur mes connaissances en IMO notamment, sur le fait que j'étais légitime dans l'entrepreneuriat, et voilà, le fait que ouais, j'avais toute ma place ici en fait, et si la société existait, c'était aussi grâce à moi. Et en Bien fait, sûr. voilà, petit à petit, voilà, moi je me suis épanouie, Guillaume ça lui a fait du bien aussi, et en fait maintenant il n'y a plus de soucis, et c'est vrai qu'on est plus connus comme Guillaume et Émilie. Super. Alors aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, investisseuse, entrepreneuse, je sais que tu t'es spécialisée dans la division l'immeuble de rapport. Donc c'est beaucoup de papier, beaucoup de paperasse.
J'imagine, hier, quand j'étais un peu regardé sur Instagram, tu as une équipe. J'imagine que c'est un monde assez stressant. Comment, enfin, t'as que 28 ans, comment tu gères le stress? Comment tu gardes la positive attitude, la forme, la pêche tous les matins? Euh, ben en fait, je pense que je m'épanouis de plus en plus et Oui, en fait, c'est de plus en plus facile. d'accord. Euh, Tu vois, en fait, effectivement, je pense qu'à un moment, effectivement, tout ça, c'est stressant, même si on ne le ressent pas au quotidien. Je suis pas stressée de mes journées, mais effectivement, je pense qu'il y a un niveau de stress qui est toujours là. Et en fait, c'est un niveau auquel je me suis habituée, mais qui n'est pas le même que d'autres personnes. Euh, donc ouais, je pense que voilà, on arrive à gérer de mieux en mieux le stress et on a changé aussi pas mal notre façon de travailler, c'est-à-dire que avant on travaillait qu'avec des salariés qui étaient en télétravail. Maintenant, on a acheté des bureaux et les salariés travaillent à côté de nous. En fait, ça déstresse simplement parce qu'on arrive mieux à aussi gérer l'équipe et, euh, et on voit que ça avance. Et en fait, là, pour le coup, ça fait pas longtemps, hein, ça fait que quelques mois qu'on s'est installé, à peine quelques semaines qu'on s'est installé dans des bureaux, etc. Et pour le coup, ça a changé pas mal de choses et pas mal de gestion du stress. Et en fait, on travaille un peu moins, ou en tout cas mieux, et plus efficacement avec les équipes, ce qui fait que, en fait, moi personnellement, mon stress a un petit peu diminué. Mais, mais ouais, après, moi, je suis très contente bah, de l'entreprise et de la direction qu'elle prend, des nouveaux projets qu'on a. Euh, et c'est ça qui fait qu'en fait, tous les matins, je me lève et j'ai envie d'aller travailler. Ça me fait plaisir en fait de voir tout ça avancer. Et, euh, et ouais, et du coup, j'ai de l'énergie et ça me permet de rester motivée tous les matins. Donc, franchement, voilà, je pense que aussi c'est différentes étapes. C'est-à-dire que voilà, on a acheté des bureaux, donc là, il y a un nouveau truc qui se lance. Donc ça redynamise le truc. On a plein de projets qui vont sortir l'année prochaine, donc ça aussi permet de rester motivé et, et d'avoir juste envie que le temps passe pour voir les projets avancer, évoluer. Donc c'est ça qui fait tenir aussi, c'est qu'on n'est pas du tout dans une routine, mais au contraire, on a plein de choses qui se passent tout le temps et qui sont prévues. Et voilà, et ça permet de rester, je pense, toujours motivé et en tout cas impatient de voir la suite, quoi. D'accord. Hier, quand j'ai relu ton livre, il y a un petit chapitre qui m'a marqué, c'est l'histoire de papa. Alors papa comment dire, qui a été victime d'un AVC quelques jours après avoir pris la retraite. Donc moi je cite ton livre, tu as dit pendant les 2 dernières années de sa carrière, mon père parlait de sa retraite à venir. Il attendait tellement ce moment où il arrêterait d'être stressé, où il arrêterait de passer plusieurs semaines en déplacement professionnel à l'autre bout du monde, où il quitterait enfin la région parisienne. Et finalement, tu as mis que c'est dans ces moments-là que tu te dis qu'après que papa a eu un problème, enfin en attaque d'AVC, tu as dit que c'est dans ces moments-là que tu te dis que ça peut basculer en un claquement de doigts. Alors, tu as dit que papa était un modèle de réussite pour toi quand tu étais petite. Aujourd'hui, à quasi 30 ans, 28 ans, c'est quoi ton modèle de réussite? Est-ce que c'est toujours en cadre dans une grosse entreprise? Est-ce que c'est une entrepreneuse qui travaille pour soi, qui travaille où il veut, quand il veut, et sur les sujets qui l'intéressent? Comment tu penses de... Enfin, c'est quoi l'exemple de réussite qui t'inspire aujourd'hui? Alors, c'est vrai que pour le coup, ça a un peu évolué. Euh, Ça a un peu évolué par rapport à quand j'étais petite et que je voyais mes parents. Euh, je pense qu'on peut réussir aussi bien en étant salarié que chef d'entreprise pour le coup. Mm, Voilà, c'est simplement que chef d'entreprise, c'est pas que c'est pas fait pour tout le monde,
parce que tout le monde en soi peut créer son entreprise. C'est juste que certains vont être plus persévérants et vont être prêts à plus de choses. Mais en soi, je pense que tout le monde peut lancer une entreprise qui n'aura pas une valorisation à plusieurs millions, mais en même temps, c'est loin d'être toutes les entreprises comme ça. Donc voilà, je ne pense pas que ce soit que lié à ça. Maintenant, je pense que pour moi, l'idée de réussite, c'est surtout de faire quelque chose qui nous plaît et quelque chose qu'on est content de faire et on se lève tous les matins en se disant cool, je vais bosser quoi. Alors j'ai beaucoup de mal à imaginer ma vie sans le boulot parce que ça fait partie intégrante de mon quotidien. Donc c'est vrai que moi je m'imagine pas juste les pieds dans le sable toute l'année, c'est pas mon truc. Mais ouais, je pense que c'est simplement juste être content et tu vois, ne pas avoir cette boule au ventre le dimanche soir parce que le lundi ça reprend et tu dois aller au boulot et t'aimes pas trop ça quoi. Pour le coup, pareil, j'ai lu ton livre et tu disais que tu avais un poste fantôme pendant longtemps. Bon bah, pareil, je le souhaite pas, même si voilà, c'est un boulot où t'avais pas énormément de travail. Maintenant, c'est pas là où tu t'es épanoui le plus. Donc c'est ça aussi, c'est avoir un boulot dans lequel on s'épanouit et qu'on est content de faire. Et je pense que déjà, si on a ça, plus, là je parle que du pro, mais il y a le perso à côté. Mais là, pour recentrer vraiment sur le pro, je pense que déjà, si on a ça, on peut être vraiment épanoui et avoir un sentiment en tout cas de réussite totale. D'accord. Alors aujourd'hui, pour quelqu'un qui souhaite se lancer dans un immeuble de rapport, est-ce que tu as un dernier mot à lui dire, à l'encourager pour se lancer? Bah, tout simplement qu'il faut se lancer. C'est aussi simple que ça. Il ne faut pas faire n'importe quoi parce que malgré tout l'immobilier reste risqué entre guillemets, même si il y a un calcul des risques à faire. Mais le plus important reste le passage à l'action. C'est-à-dire que c'est bien de rêver de le faire, mais il faut aussi se lancer à un moment et juste se dire bon bah on y va et voilà. Et si vous avez un minimum cadré les choses et un minimum anticipé les choses avec une épargne de sécurité, avec voilà, se renseigner en amont sur la fiscalité, bah, pour moi il n'y a pas de raison de ne pas tout simplement de ne pas y arriver, de ne pas s'en sortir. Donc voilà, il faut se lancer à un moment donné et il n'y a pas de raison. Et dans tous les cas, je pense qu'on trouvera toujours une solution. Je pense que tu vois, les humains sont relativement, savent s'adapter aux situations. Et voilà, et même si ça ne marche pas aussi bien que prévu, c'est tout. On fera ce qu'il faut pour s'en sortir. Mais voilà, si on ne passe pas à l'action, c'est sûr qu'on fera rien et on va pas avancer non plus quoi. Donc le passage à l'action reste la base et de toute façon passer à l'action, ok, il va y avoir des erreurs, mais le tout est minimiser et ensuite ça ira. Et puis l'investissement immobilier, t'en fais un, c'est le plus dur, le premier, et ensuite après tu te dis bon bah je vais le refaire plein de fois et en fait finalement ça va s'enchaîner et une fois que tu as fait le premier, une fois que tu es passé à l'action pour le premier, le reste paraîtra beaucoup plus simple et il n'y aura plus de soucis quoi. Ok, super. Merci beaucoup, Émilie. Merci beaucoup pour ces conseils et astuces précieux. Bah, merci. Avec grand plaisir. Au revoir.